Le Burkina Faso a stupéfié la communauté internationale en refusant une aide étrangère de 450 millions de dollars. Ce refus, perçu comme un geste économique insensé, s'est transformé en symbole d'une souveraineté retrouvée. Pourquoi Ibrahim Traoré, conscient des risques diplomatiques et sociaux, aurait-il préféré l'incertitude à la dépendance ? Dans un monde où l'aide conditionne souvent la liberté, ce pari place le pays face à son destin, entre isolement et dignité. Le refus d'une aide de 450 millions de dollars n'est pas une simple affaire budgétaire, c'est un choix existentiel. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso place la souveraineté au-dessus du confort financier immédiat. Chaque dollar refusé devient un symbole d'indépendance, mais aussi un pari risqué sur la résilience d'un peuple. L'enjeu dépasse les frontières, il s'agit de prouver qu'un État africain peut rompre le cycle de la dépendance sans sombrer dans le chaos. Les partisans du président voient dans ce geste une renaissance morale, les sceptiques une aventure périlleuse. Le gouvernement promet un modèle fondé sur les semences locales, la solidarité et l'innovation agricole. Le défi est colossal. Maintenir la stabilité économique tout en affirmant une liberté politique totale. Mais si ce pari réussit, le Burkina Faso ne gagnera pas seulement son autonomie, il redéfinira la notion même d'aide au développement. Et c'est là que tout commence. Que vaut la souveraineté quand elle se paie au prix du risque ? La décision d'Ibrahim Traoré n'a pas été prise dans la précipitation. Tout est parti d'un accord de 126 pages entre Washington et Ouagadougou. Ce document prévoyait l'importation de semences génétiquement modifiées et un contrôle exclusif des engrais par des entreprises américaines. Autrement dit, une aide de 450 millions de dollars qui liait le destin du pays à des clauses d'ingérence économique. Face à ce texte, le capitaine s'est arrêté net. Refuser n'était plus une question d'argent, mais de souveraineté. Depuis, cette décision hante les couloirs diplomatiques. Les capitales occidentales y voient un coup de tête, tandis que de nombreux Africains y lisent un cri de liberté. Dans les rues de Ouagadougou, les débats se multiplient. Certains saluant le courage, d'autres redoutant la famine. Le peuple burkinabé découvre qu'il paie aujourd'hui le prix d'une indépendance longtemps différée. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair, ne plus nourrir son pays avec des graines venues d'ailleurs. Les premières semaines après le refus furent tendues, scepticisme à l'intérieur, pression à l'extérieur, avertissement des bailleurs, mais un glissement s'opéra. Le mot souveraineté cessa d'être un slogan pour devenir un plan d'action. Des coopératives agricoles se formèrent spontanément, les semences locales furent échangées de village en village et les campagnes reprirent vie. Dans ce mouvement naissant, une idée germa. La liberté ne s'importe pas, elle se cultive. Ainsi, le Burkina Faso entra dans une phase de transition sans précédent, oscillant entre espoir et inquiétude. Ce refus, que d'aucuns jugeaient un suicidaire, s'est transformé en manifeste national. Et derrière la tension politique, une question brûle encore. Cette quête d'autonomie peut-elle vraiment nourrir tout un pays ? Dans les semaines qui ont suivi, le pays a basculé dans une expérience grandeur nature. À Koudougou, Mariam, agricultrice depuis 20 ans, raconte avoir repris les semences de son père. Elles survivent à la sécheresse, mais personne ne voulait plus les planter. Son champ, jadis stérile, a retrouvé couleur et odeur. À Dédougou, une coopérative de jeunes formés autour d'un ancien militaire a relancé la culture du mil. Ces initiatives isolées ont peu à peu formé un réseau. Des agriculteurs s'échangent des semences, des conseils, parfois un simple encouragement. Le gouvernement, conscient du symbolisme de ce mouvement, a commencé à allouer des fonds d'urgence pour accompagner ces collectifs. Ibrahim Traoré s'est rendu lui-même dans plusieurs villages, exhortant les paysans à devenir les gardiens de leur indépendance. L'impact psychologique a été immédiat. Dans un pays longtemps dépendant, la fierté a remplacé la résignation. Les marchés se sont remplis de produits locaux, les écoles ont intégré la notion de souveraineté alimentaire dans leurs cours. Mais sur le terrain, la tâche reste immense. L'organisation, la formation, les infrastructures manquent. Et pourtant, malgré les doutes, le souffle du renouveau se répand jusque dans les régions les plus reculées. Cette révolution silencieuse commence là où tout semblait perdu, dans la poussière des champs et la patience des hommes. Ce n'est pas seulement une politique agricole, c'est une reprise de pouvoir. La liberté se cultive ou s'abandonne.
Tout a commencé par un refus signé à huis clos. Un matin de septembre, le gouvernement burkinabé annonce officiellement qu'il rejette le compact américain de 491. Le choc est immédiat. Diplomates, bailleurs, analystes cherchent à comprendre comment un pays parmi les plus pauvres d'Afrique peut tourner le dos à une telle manne. Dans les couloirs de la MCC, on parle d'un geste incompréhensible. Mais à Ouagadougou, le ton est tout autre. On salue un acte de courage, presque de défi. Le déclencheur tient en quelques lignes. Une clause imposant l'usage exclusif de semences OGM sous licence américaine et la supervision logistique par des firmes privées. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est plus une question technique, mais une atteinte directe à la souveraineté du pays. Les débats s'enflamment au Conseil des ministres. Accepter l'aide, c'est renoncer à décider. La refuser, c'est risquer l'isolement. Le choix est tranché. La liberté avant la dépendance. Quelques heures plus tard, la décision est transmise aux chancelleries. La rupture est consommée. Le climax survient dans les jours suivants. Les États-Unis expriment leur profonde déception. L'Union européenne s'inquiète de la stabilité économique du Burkina. Les médias internationaux évoquent un repli idéologique. Mais à l'intérieur, la rhétorique change. Les radios locales diffusent les discours du capitaine, les marchés résonnent d'un mot devenu totem, souveraineté. Des banderoles apparaissent, nous nourrissons ce que nous sommes. Le pays vit un moment de ferveur inattendue entre exaltation et appréhension. Puis vient la dérive, les partenaires suspendent plusieurs programmes d'aide, les réserves financières s'amenuisent, les importations de blé et d'engrais chutent de 15%. Le gouvernement doit réorganiser d'urgence la distribution des vivres et mobiliser les stocks stratégiques. Dans les campagnes, la saison des pluies s'annonce difficile, mais les coopératives naissantes tiennent bon. On échange des semences traditionnelles, on improvise des techniques de conservation. Dans ce chaos apparent, une cohésion se forge. La population accepte les privations, convaincue de participer à un tournant historique. Le retentissement dépasse les frontières. Au Mali et au Niger, des intellectuels saluent l'audace burkinabé. Des organisations panafricaines voient dans ce refus un précédent moral. Des tribunes fleurissent. Traoré a ouvert la brèche. Pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso dicte le tempo du débat africain. Mais derrière la ferveur, la réalité demeure rude. Le pays doit nourrir 22 millions d'habitants avec des moyens limités. La souveraineté se paie au comptant. Quand la poussière retombe, un constat s'impose. Rien ne sera plus comme avant. Les équilibres diplomatiques vacillent, la société s'éveille, la politique se refonde. Et dans cette onde de choc, une voix s'élève, celle d'Ibrahim Traoré, rappelant calmement « Ce que nous refusons, ce n'est pas l'aide, c'est la tutelle ». Le pari d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement produit un choc symbolique, il a engendré des résultats mesurables. 6 mois après le refus de l'aide, les premières données agricoles offrent un aperçu inattendu. Premier chiffre, plus 12%. C'est la hausse moyenne de la production céréalière dans les zones pilotes. Ce pourcentage, modeste en apparence, traduit une réalité plus vaste. La reprise progressive d'une économie locale fragilisée par des décennies d'importation. Derrière ces 12%, il y a des paysans qui réapprennent à travailler leurs semences traditionnelles et des coopératives qui remplacent les circuits d'importation par des réseaux internes. Ce résultat, loin d'être un miracle, montre que la souveraineté peut se quantifier en rendement. Deuxième chiffre, 18%. La dépendance du pays aux importations alimentaires a chuté de près d'un cinquième en un an. Cette baisse n'est pas seulement logistique, elle modifie la structure même de l'économie nationale. Moins d'importations signifie moins de devises perdues, mais aussi une demande accrue pour les produits du terroir. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso ou de Koudougou, les étals regorgent à nouveau de mil et de sorgho locaux. Cette réduction arrachée dans un contexte de pénurie d'engrais prouve que la transition n'est pas qu'un discours patriotique, elle est mesurable, tangible. Troisième chiffre, 40 000. C'est le nombre de nouveaux agriculteurs enregistrés dans les coopératives, dont plus de la moitié sont des femmes. Ce phénomène social bouleverse les équilibres ruraux. Traditionnellement exclues des réformes agricoles, les femmes deviennent les piliers du nouveau modèle. Leur présence redéfinit la gouvernance locale et introduit un capital social inédit dans le monde rural. Là où l'aide étrangère installait la dépendance, la participation
crée la résilience. Ces données, bien qu'incomplètes, esquissent une trajectoire. Le Burkina Faso, jadis tributaire de subventions extérieures, se découvre capable de produire, transformer et distribuer sans tutelle. La courbe de progression est lente, mais elle existe. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, reconnaissent désormais que la stratégie du refus n'a pas conduit à l'effondrement. Certains économistes africains y voient même une matrice d'autonomie à long terme. Pourtant, les chiffres ne disent pas tout. Les infrastructures manquant encore, les coûts de production demeurent élevés et les récoltes varient selon les régions. Mais dans un pays qui refusait de se voir comme un simple bénéficiaire d'aide, ces 12%, ces 18%, ces 40 000 visages changent la narration. Ce n'est plus une utopie, c'est une équation nationale. Et dans cette équation, Ibrahim Traoré a fixé la variable essentielle. La souveraineté n'est pas un mot, c'est une mesure. Les critiques de la politique d'Ibrahim Traoré n'ont pas tardé. Pour beaucoup d'économistes occidentaux, refuser 450 millions de dollars revenait à condamner le pays à la stagnation. Ils soutiennent qu'aucune économie émergente ne s'est relevée sans capitaux extérieurs et qu'une aide encadrée n'équivaut pas à une perte de souveraineté. Selon eux, sans technologie étrangère, sans semences améliorées, le Burkina Faso risque de rester prisonnier d'une agriculture archaïque, incapable de nourrir 22 millions d'habitants. Certains évoquent même un risque de famine à moyen terme si les récoltes locales n'atteignent pas la masse critique. De l'autre côté, les partisans du capitaine opposent une logique différente. Pour eux, la dépendance structurelle n'est pas un manque de moyens, mais un mode de pensée. Ils rappellent qu'en 2021, avant même le refus de l'aide, près de 70% des semences utilisées provenaient déjà de multinationales. Accepter l'accord américain, c'était transformer cette dépendance en loi. Le geste de Traoré apparaît alors non comme un caprice politique, mais comme un acte de rupture intellectuelle. Il ne s'agit pas de rejeter la science, mais de la réapproprier. Les faits soutiennent en partie cette position. Depuis la mise en place du programme de semences locales, la production dans certaines zones arides a progressé de 12%. Cette croissance, modeste mais réelle, prouve qu'une alternative existe. Les coopératives agricoles créées depuis 2023 ont permis de mobiliser plus de 40 000 agriculteurs, redéfinissant le rapport entre État et citoyens. En somme, la question n'est plus de savoir si le modèle est parfait, mais s'il est soutenable, car au fond, l'argument de Traoré repose sur une conviction simple. La liberté ne se négocie pas, elle se prouve par les faits. Un pari devient un modèle. À mi-chemin de la transition, le Burkina Faso n'est plus un laboratoire isolé. C'est un cas d'école africain. Ce que beaucoup prenaient pour une bravade se transforme peu à peu en matrice politique. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la souveraineté alimentaire cesse d'être un slogan et s'impose comme une doctrine d'État. Les premiers succès, une production en hausse de 12%, une dépendance réduite de 18%, offrent au gouvernement une légitimité inattendue. Les pays voisins observent, curieux. Le Mali, le Niger, même le Sénégal s'interrogent. Et si l'autonomie agricole devenait la nouvelle voie d'émancipation du continent? Ce milieu de parcours révèle un glissement discret. La résistance se mue en stratégie. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches du capitaine côtoient des slogans sur les marchés. Semer libre, vivre libre. L'atmosphère mêle fierté et fatigue. Le pays vit sous tension, mais avance. Car au-delà des chiffres, un message s'enracine. La liberté ne s'importe pas, elle se cultive. Les effets du choix d'Ibrahim Traoré se mesurent désormais sur 4 fronts. D'abord, l'État. Le gouvernement burkinabé a redéfini ses priorités budgétaires. Privé de financement étranger, il a réaffecté près de 40% de son budget agricole aux infrastructures de stockage et de distribution. Ce virage a consolidé une autonomie partielle, mais au prix d'une forte rigueur budgétaire. Les ministères travaillent en flux tendu, cherchant à prouver qu'un modèle public national peut rivaliser avec les schémas de dépendance extérieure. L'administration a gagné en cohérence, moins de projets dispersés, plus de suivi direct, davantage de résultats mesurables. Ensuite, les entreprises. Les petites industries de transformation ont profité de la rupture. Faute d'importation, des ateliers locaux ont commencé à produire engrais, outils et machines agricoles adaptés.
Certaines PME ont doublé leur chiffre d'affaires en moins d'un an, malgré un marché intérieur réduit. Le secteur privé redécouvre qu'il peut exister sans tutelle, à condition de repenser ses chaînes de valeur. Cette dynamique a donné naissance à une économie d'ingéniosité, basée sur la récupération et l'adaptation locale. Puis, les citoyens. Dans les campagnes, la souveraineté alimentaire n'est plus un mot d'ordre, c'est une réalité vécue. Les coopératives regroupant plus de 40 000 membres ont transformé le lien social. Des femmes longtemps exclues sont devenues responsables de filières. Des jeunes sans emploi ont choisi l'agriculture plutôt que l'exil. Les villages s'organisent autour de marchés communautaires où l'on échange produits, semences, savoir-faire. Le pays s'est redécouvert un bien commun, la terre. Et dans les quartiers urbains, la fierté remplace la dépendance. On parle de renaissance burkinabé. Enfin, la région. Le geste du Burkina Faso a eu un effet d'entraînement inattendu. Le Mali et le Niger ont annoncé des projets de coopération agricole, tandis que la CEDEAO débat de modèles alternatifs à l'aide traditionnelle. Cette onde de choc politique ouvre la perspective d'un Sahel autonome, capable de produire pour lui-même. Mais elle inquiète les puissances financières. Un modèle sans donateur menace leur levier d'influence. Dans les rapports diplomatiques, le ton change. On ne parle plus d'assistance, mais de partenariat. Ainsi, la décision initiale, jugée téméraire, redessine la carte mentale du continent. Elle replace la souveraineté au cœur du développement et réintroduit une idée oubliée, la dignité comme moteur économique. Et tandis que les institutions internationales recalculent leur modèle, le Burkina Faso avance lentement mais libre. Ce qui paraissait un risque est devenu un précédent. L'avenir du Burkina Faso se joue désormais sur 3 trajectoires possibles. Dans le premier scénario, la voie de base. Le pays poursuit sa politique actuelle avec prudence. Les récoltes augmentent lentement, la production locale couvre environ 65% des besoins nationaux. L'économie reste fragile mais stable. Ce scénario illustre une progression maîtrisée. Les résultats modestes mais constants consolident la confiance interne. Ibrahim Traoré y serait vu comme l'artisan d'une souveraineté durable, bâtie sur la persévérance plus que sur la rupture. C'est la voie de la continuité et du réalisme. Dans un second scénario, l'horizon optimiste. L'exemple burkinabé inspire les voisins du Sahel. Une coalition agricole régionale émerge entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, partageant semences, données et savoir-faire. Des universités africaines créent des pôles de recherche sur les cultures locales. Les ONG régionales remplacent progressivement les bailleurs occidentaux dans les programmes de développement. Ce scénario propulse le Burkina Faso comme pionnier d'un modèle panafricain d'autosuffisance. Dans cette vision, le pays ne se contente plus de résister. Il entraîne les autres. Enfin, dans un troisième scénario, le revers pessimiste. Les sécheresses s'aggravent, les financements internes s'épuisent, les tensions sociales réapparaissent. Privé de ressources extérieures, le gouvernement peine à maintenir le cap. L'économie entre en récession, la dépendance refait surface sous d'autres formes. La souveraineté devient alors un fardeau, symbole d'isolement. Ce scénario rappelle que l'indépendance ne suffit pas sans efficacité. 3 chemins, une seule constante, le choix de rester maître de sa décision. Dans un monde dominé par les conditionnalités, le Burkina Faso explore la liberté comme stratégie. Et peut-être que la meilleure leçon, selon Traoré lui-même, est aussi la plus simple. L'autonomie n'est pas un rêve, c'est une discipline. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les frontières d'un État. Le geste d'Ibrahim Traoré interpelle chacun selon sa place dans le monde. Pour les décideurs politiques, la leçon est celle de la cohérence. Refuser une aide massive exige de bâtir une gouvernance rigoureuse et transparente. La souveraineté n'a de sens que si elle s'appuie sur la compétence. Chaque décision devient alors une preuve d'indépendance, non une posture. À ceux qui dirigent d'autres nations du Sud, le Burkina rappelle qu'on peut dire non sans sombrer dans le chaos. Pour les entrepreneurs et créateurs, le message est d'inventer plutôt que d'attendre. Les petites industries locales, les coopératives rurales, les start-up agricoles démontrent que l'innovation n'est pas l'apanage des grandes puissances. Le refus de l'aide n'est pas un repli, c'est un appel à la créativité économique. Là où les financements se tarissent, l'ingéniosité devient monnaie d'échange.
Pour les citoyens, cette histoire parle d'identité. Travailler la terre, acheter local, valoriser les savoirs endogènes, autant de gestes politiques. La liberté collective commence par les choix individuels. Et si la souveraineté, loin des discours, commençait dans la cuisine, dans les champs, dans la classe? À travers ces trois prismes, le message du Burkina Faso se clarifie. L'autonomie ne se décrète pas, elle s'exerce chaque jour par chacun. Le pari de la souveraineté alimentaire ne peut réussir sans méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a établi une feuille de route en 5 étapes précises. D'abord, replanter la mémoire. Les anciens paysans et les scientifiques locaux recensent les variétés indigènes capables de résister à la sécheresse. Une banque nationale de semences est créée pour préserver ces ressources. Ensuite, formeurs avant de financer, des centres de formation agricole voient le jour dans chaque région. L'objectif, enseigner les techniques adaptées avant d'injecter les fonds. Cette inversion logique garantit que les ressources servent directement les producteurs. Puis, mutualiser les outils. Plutôt que d'importer du matériel, les communautés réparent et fabriquent localement. Les ateliers ruraux deviennent des lieux d'autonomie technique et d'emploi. De plus, sécuriser les récoltes. Des infrastructures de stockage et des circuits de distribution nationaux remplacent les intermédiaires étrangers. Cela réduit les pertes post-récolte et stabilise les prix. Enfin, redistribuer la valeur. Les impôts prélevés sur les coopératives servent à entretenir les sols et à créer des marchés régionaux. Chaque franc réinvesti dans la terre devient un levier d'autonomie. En 5 mouvements, le Burkina Faso transforme une idée politique en architecture concrète. La souveraineté cesse d'être un idéal et devient un processus mesurable. Et pour le capitaine, la feuille de route tient en une phrase. Cultiver, transmettre, protéger, partager, durer. Dans les champs où Mariam se met encore à la main, les récoltes ont mûri. Ce sont ces mêmes semences, rejetées hier par les experts étrangers, qui nourrissent aujourd'hui des familles entières. Le cycle s'est refermé. De la terre au marché, du geste individuel au projet collectif. Ibrahim Traoré revient parfois dans ses villages, sans faste, pour écouter ceux qui ont cru à son pari. Il ne promet pas des miracles, mais un horizon durable. Celui d'un peuple qui se nourrit de lui-même. Les chants des femmes, les rires des enfants, les coopératives animées rappellent que la dignité n'est pas un luxe. Le Burkina Faso, autrefois symbole de fragilité, devient celui de la patience féconde. Et sous la poussière du Sahel, la liberté a trouvé sa graine. Car au fond, ce combat n'a jamais été seulement économique, c'est un retour à soi. Une nation renaît quand elle croit à sa propre main. L'histoire du Burkina Faso n'est pas qu'un récit de résistance, c'est un miroir tendu à chacun. Le choix d'Ibrahim Traoré questionne notre propre rapport à la dépendance et à la dignité. Dans un monde où l'aide se confond souvent avec le contrôle, son geste rappelle qu'il existe d'autres chemins. Les nations comme les individus peuvent décider de se reconstruire à partir de leurs forces, non de leurs dettes. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une reconquête du sens. Chaque champ cultivé sans tutelle devient un acte politique, chaque graine locale une promesse d'avenir. Et si cette révolution silencieuse, née dans la poussière du Sahel, annonçait un changement plus vaste? Peut-être que la souveraineté n'est pas une idée d'État, mais une pratique quotidienne, celle de croire en ce que l'on sème.